Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge au cœur des chiffres qui font tourner le commerce. Comment une entreprise sait si elle va bien? Et puis, comment elle regarde vers demain? On va explorer ensemble les outils, les indicateurs clés pour analyser la performance commerciale, le portefeuille client aussi, et puis on va voir comment on essaye de prévoir un peu les ventes futures. L'idée, c'est de démystifier tout ça. C'est souvent vu comme un peu complexe, mais on veut comprendre ce que ça nous dit vraiment sur la santé d'une boîte. Notre mission, faire parler les chiffres, quoi. Ok, alors décomposons ça, et pour nous éclairer là-dessus, sur ces analyses, on a la chance d'avoir un regard expert avec nous. Pour démarrer, quand on analyse une activité, on regarde des caractéristiques, c'est ça? Sur les clients, les produits, il y a une première grande différence à faire dans le type d'infos qu'on collecte. Absolument. On distingue classiquement les données qualitatives des données quantitatives. Alors les qualitatives, ça décrit une qualité, une catégorie, le type de client par exemple, particulier, entreprise, ou le moyen de paiement, la région. Des choses qu'on ne mesure pas directement avec un chiffre. D'accord. Mais alors, comment on analyse ça? Le moyen de paiement préféré, par exemple, si c'est pas un chiffre qu'on additionne? Ah ben là, la clé, c'est la fréquence. Tout simplement. On compte combien de fois chaque catégorie, chaque modalité apparaît. Et hop, on exprime ça en pourcentage du total. La proportion, en fait. C'est ça. La formule est toute bête. Nombre d'éléments avec la caractéristique, total fois 100. Ça donne la part de chaque catégorie. Prenons un exemple concret. L'entreprise NetPro. Ils ont regardé comment 120 clients ont payé un certain jour. 45 en espèces, 36 par chèque, 25 par CB et 14 avec la carte du magasin. Voilà, parfait. Pour les espèces, par exemple, la fréquence, c'est 45 sur 120. Ça fait 37,5%. Mais ce qui est intéressant, c'est l'interprétation. Qu'est-ce que ça nous dit, ce 37,5%? Ça nous dit que ce jour-là, chez NetPro, quasiment 4 clients sur 10 sont payés en liquide. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est habituel? Si on suit ça dans le temps, on voit si les habitudes changent, si une promo sur la carte du magasin a un effet, ça devient un vrai indicateur de pilotage. Je vois. On dépasse le simple comptage pour voir les comportements. Et donc, à côté de ça, il y a le quantitatif. Là, ce sont les chiffres bruts. Nombre de commandes, chiffre d'affaires. Exactement. Et là, pour pas se perdre dans tous ces chiffres, on utilise des indicateurs statistiques. On cherche surtout à résumer l'info autour de deux axes, la tendance centrale, où se situe le cœur des données en gros, et puis la dispersion. Est-ce que les données sont toutes serrées autour de ce cœur ou est-ce qu'elles partent un peu dans tous les sens? Ok. Commençons par le cœur, la tendance centrale. C'est quoi les outils pour la trouver? Les trois stars, ce sont le mode, la médiane et la moyenne. Alors le mode, souvent noté MO, c'est le plus direct. C'est la valeur qu'on rencontre le plus souvent. La plus populaire, quoi. Voilà, c'est ça. Si la taille 40 est la plus vendue dans un magasin de fringues, 40, c'est le mode pour les tailles. C'est la valeur la plus à la mode, si on veut. Prenons une autre boîte, Surfluo. Ils ont gardé le nombre de commandes de 100 clients. 20 clients, une commande. 45 clients, deux commandes. 15 clients, trois commandes. 15 autres, 4. Et 5 clients, 5 commandes. Ici, c'est facile. Le groupe le plus nombreux, c'est les 45 clients qui ont passé 2 commandes. Donc le mode, c'est 2 commandes. C'est l'habitude la plus fréquente chez les clients de Surfluo. Simple, mais bon, ça ne dit pas tout. Effectivement. Et la médiane, alors? Média, je crois, ça sonne comme milieu. C'est exactement ça. La médiane, c'est la valeur qui coupe la série en deux. Mais attention, il faut d'abord classer les données par ordre croissant. La médiane, c'est la valeur telle qu'il y a 50% des observations en dessous et 50% au-dessus. Le vrai centre de la distribution. D'accord. Et pour la calculer, sur nos 100 clients de Surfluo, N2, ça fait 50. Il faut trouver la 50e valeur. Oui, on regarde où tombe la 50e observation quand on cumule les effectifs. Alors, on a 20 clients à une commande, puis on ajoute les 45 à deux commandes, ça fait 65 clients cumulés. Ah oui, ok. Donc la 50e personne est dans ce groupe des deux commandes. Exactement. La médiane, ME, est donc aussi deux commandes dans cet exemple. Mais attention, l'interprétation est un peu différente du mode. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça veut dire que la moitié des clients de Surfluo passent au maximum environ deux commandes, l'autre moitié en passe deux ou plus. Le gros avantage de la médiane, c'est qu'elle s'en fiche un peu des valeurs extrêmes, des outliers, comme on dit parfois. Comment ça?
Imagine un petit commerce. Chiffre d'affaires par jour, 200 euros, 220 euros, 250 euros, 300 euros. Et puis un jour, bam, une vente exceptionnelle à 800 euros. Ok, Si tu classes ces 5 valeurs, la médiane, c'est la valeur du milieu, donc 250 euros. Elle représente bien le niveau normal du CA. Ah oui, alors que la moyenne, elle, serait tirée vers le haut par les 800 euros. Tout à fait. La moyenne serait bien plus élevée et donnerait une fausse idée du quotidien. La médiane, elle, est robuste à ces extrêmes. C'est très utile pour les salaires, les prix immobiliers, partout où quelques valeurs très hautes ou très basses peuvent tout fausser. Je vois. Ça évite qu'un seul gros client ou un jour exceptionnel masque la tendance générale. Et ça nous amène donc à la moyenne, X bar, la fameuse moyenne. La moyenne arithmétique, oui, la plus connue. On additionne toutes les valeurs et on divise par le nombre total de valeurs. C'est le centre de gravité des données en quelque sorte. Pour Surfluo, on avait une commande fois 20 clients, plus 2 fois 45, plus 3 fois 15, plus 4 fois 15, plus 5 fois 5. Ça fait 20, plus 90, plus 45, plus 60, plus 25 égale 240. Oui. Et on divise par les 100 clients. 240 100 égale 2,4. Donc, 2,4 commandes en moyenne par client. C'est ça, la moyenne est super utilisée. Panier moyen, CA moyen par vendeur, note moyenne. Elle donne une vision globale qui prend en compte chaque donnée. Mais, comme on vient de le dire, Elle est sensible aux extrêmes. exactement. Si on reprend l'exemple des tickets de caisse, 15 euros, 20 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, 100 euros, 120 euros. Le mode, c'est 20 euros, le plus fréquent. La médiane, c'est 25 euros, la valeur du milieu une fois classée. Et la moyenne, si on calcule, 15 plus 20 plus 20 plus 25 plus 30 plus 100 plus 120 divisé par 7, ça fait 330 divisé par 7, environ 47 euros. Voilà, regardez l'écart. Mode à 20 euros, médiane à 25 euros, moyenne à 47 euros. C'est fou, hein? Alors, si je veux décrire le client type de cette caisse, je dis quoi? Qui dépense 20 euros, 25 euros, 47 euros, lequel est le plus vrai? Ben, c'est toute la question. Il n'y a pas un indicateur plus vrai. Ils racontent chacun une partie de l'histoire. Le mode 20 euros, c'est le ticket le plus courant. La médiane 25 euros, c'est le point d'équilibre. La moitié dépense moins, la moitié dépense plus. La moyenne 47 euros reflète le montant total encaissé divisé par le nombre de clients, en incluant l'impact des gros paniers. donc le choix dépend de ce qu'on veut montrer ou analyser. Exactement. Si on veut comprendre le comportement le plus typique, on regarde le mode ou la médiane. Si on s'intéresse au rendement global, la moyenne est pertinente. Mais il faut toujours savoir laquelle on utilise et pourquoi, et surtout être conscient de ses limites, notamment la sensibilité de la moyenne aux extrêmes. Très clair. On a le centre, mais vous disiez qu'il faut aussi regarder si ça part dans tous les sens autour de ce centre. La dispersion, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Savoir que la moyenne est de 2,4 commandes, c'est bien, mais est-ce que tout le monde commande 2 ou 3 fois, ou est-ce qu'on a des gens qui commandent une fois et d'autres 5 fois? Ça change tout. C'est pas la même clientèle, pas la même régularité? Voilà. L'indicateur principal pour ça, c'est l'écart type, souvent noté sigma. Il mesure en gros l'écart moyen des données par rapport à leur propre moyenne. Pour le calculer, on passe souvent par une étape intermédiaire, la variance, qui est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. C'est un peu technique, mais l'important, c'est l'écart type qui en découle. D'accord. Et un écart type faible, ça veut dire quoi concrètement? Et un élevé? C'est simple, hein. Un écart type faible, ça veut dire que les données sont bien groupées, resserrées autour de la moyenne. C'est un signe d'homogénéité, de régularité. À l'inverse, un écart type élevé, ça signale une forte dispersion. Les valeurs sont très étalées, potentiellement très loin de la moyenne. C'est un signe d'hétérogénéité, peut-être de volatilité, ou qu'il y a des groupes très différents dans notre population. Pour Surfluo, on avait une moyenne de 2,4 commandes. L'écart type, si on le calcule, il vaut environ 1,11. C'est faible ou élevé, Saya? Comparé à la moyenne de 2,4, un écart moyen de 1,11, ce n'est pas énorme. Ça suggère que oui, le comportement des clients est assez homogène. La plupart ne s'éloignent pas trop de cette moyenne de 2,4 commandes. Ça peut traduire une certaine fidélité, des besoins assez similaires. Et pour nos tickets de caisse, avec la moyenne à 47 euros et des valeurs de 15 euros à 120 euros,
Ah là, l'écart type serait beaucoup plus grand. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais il serait sans doute autour de 40 euros, quelque chose comme ça. Presque aussi grand que la moyenne elle-même. Exactement. Et cet écart type très élevé confirmerait ce qu'on a vu, une énorme dispersion due aux deux gros tickets de 100 euros et 120 euros. Ça nous dit, attention, la moyenne de 47 euros est un résumé, mais elle masque de très grandes différences entre les clients. Un écart type élevé, c'est pas forcément mauvais, mais c'est une alerte, le risque est plus grand, ou alors il faut peut-être analyser les petits et les gros paniers séparément. C'est fascinant comment ces quelques chiffres peuvent nous raconter des choses aussi nuancées. Mais bon, regarder des listes de chiffres, des tableaux, ça reste un peu aride. J'imagine que les graphiques, ça aide beaucoup à voir tout ça. Ah mais c'est fondamental. Une image vaut 1000 chiffres, c'est bien connu. Un bon graphique, ça permet de voir les tendances, les proportions, les comparaisons d'un seul coup d'œil. Quel type de graphique on utilise le plus souvent? Pour montre des parts, des proportions, comme nos moyens de paiement chez NetPro, le fameux camembert, le diagramme circulaire, est très parlant. Pour comparer des quantités entre différentes catégories, les ventes par région par exemple, le diagramme à bâton ou en barre est super efficace. Et si les données évoluent dans le temps? Genre, le CA chaque mois. Là, c'est la courbe, la série chronologique qui est reine. On voit tout de suite l'évolution, les pics, les creux, la saisonnalité éventuelle. C'est parfait pour suivre par exemple l'évolution du nombre de clients d'un restaurant midi-reste, année après année. Ah, et si on a des données quantitatives regroupées en classes comme des tranches d'âge ou de revenus, on utilise l'histogramme avec ces rectangles collés les uns aux autres. Oui, une image vaut souvent mieux qu'un long tableau. Bon, on a maintenant une bonne trousse à outils pour analyser ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant. Mais souvent, ce qui stresse le plus les entreprises, c'est demain. Pourquoi c'est si important d'essayer de prévoir les ventes? Anticiper, c'est surtout chercher à réduire l'incertitude et donc le risque. Si on arrive à estimer les ventes futures, même si ce n'est jamais parfait, on peut mieux gérer ses stocks, éviter la rupture ou le surstockage coûteux. On peut mieux planifier ses investissements, ajuster ses équipes, cibler son marketing. Logique. C'est crucial quand on lance un nouveau produit, quand on change un prix, quand on fait une grosse campagne de pub. On veut essayer d'estimer l'impact que ça aura. C'est un peu comme regarder la météo avant une grande rando, quoi. Ça n'élimine pas la pluie, mais ça permet de prendre le bon équipement. Et concrètement, comment on fait pour essayer de lire dans cette boule de cristal des ventes futures? Alors, une approche très courante, surtout si l'historique des ventes montre une certaine progression, c'est de chercher ce qu'on appelle une tendance linéaire. On regarde le graphique des ventes passées, disons sur les 5 ou 6 dernières années. Oui. Si les points semblent s'aligner plus ou moins le long d'une droite, qui monte ou qui descend d'ailleurs, on peut faire l'hypothèse que cette tendance va se poursuivre à court terme. Et l'idée, c'est de prolonger cette droite pour voir où elle atterrit l'année prochaine. Vente qu'on cherche, et X, c'est le temps, souvent le rang de l'année, 1, 2, 3. Le A, c'est la pente. Il nous dit de combien les ventes augmentent ou diminuent en moyenne à chaque période. Et B, c'est la valeur de départ théorique. Le jeu, c'est de trouver les bonnes valeurs de A et B à partir des données du passé. Ok, mais avant de trouver cette droite, on peut déjà avoir une idée de la dynamique globale, non? Si le CA est passé, disons, de 93 250 euros il y a 5 ans, N-5, à 131 000 euros cette année, N, on peut calculer le taux de croissance. Ah oui, bien sûr. C'est une bonne première approche. Le taux de croissance global sur la période, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. Donc 131 000 moins 93 250 divisé par 93 250 fois 100. Ça fait 37 750 divisé par 93 250, environ 40,5%. C'est pas mal sur 5 ans. Oui, ça montre une belle progression. C'est une info utile, mais ça ne nous donne pas directement la prévision pour n plus 1. Pour ça, il nous faut notre droite, notre y égale ax plus b. Et comment on trouve ce A et ce B? J'imagine qu'il y a plusieurs façons de tracer une droite moyenne. Tout à fait. Une méthode assez simple à comprendre et assez robuste, c'est la méthode des points moyens, qu'on appelle aussi méthode de Maillère. L'idée, c'est d'éviter de donner trop de poids aux fluctuations d'une seule année. On va lisser un peu. Comment on fait? On coupe la série des données passées en deux groupes. S'il y a un nombre impair d'années, le deuxième groupe a une année de plus. Par exemple, sur 6 ans, N5 à N, on fait un groupe avec les 3 premières années, N5, N4, N3, et un autre avec les 3 dernières, N-2, N-1, N. Ok, 2 paquets. Voilà. Et pour chaque paquet, on calcule un point moyen, l'année moyenne du paquet et le CA moyen du paquet.
On se retrouve donc avec deux points synthétiques, M1 et M2. Et la droite de tendance? Eh bien, selon cette méthode, c'est tout simplement la droite qui passe par ces deux points moyens, M1 et M2. Une fois qu'on a les coordonnées de ces deux points, quelques calculs simples permettent de trouver l'équation de la droite, c'est-à-dire A et B. C'est une façon assez astucieuse de lisser les variations annuelles pour dégager la tendance de fond. D'accord. Et si on imagine qu'avec nos données de CA de N-5 à N, cette méthode nous donne l'équation Y égale 7500X plus 87250. Comment je m'en sers pour prévoir l'année prochaine, N plus 1? Alors là, c'est la partie facile. Si n était l'année de rang 6, puisqu'on a commencé à n-5, rang 1, alors n plus 1, c'est l'année de rang 7. Il suffit de remplacer x par 7 dans l'équation. Ok, donc Y égale 7750 multiplié par 7 plus 87250. Exactement. 7750 fois 7, ça fait 54 250. Plus 87 250. Ça fait 141 500 €. Et voilà, notre prévision pour n plus 1 est de 141 500 euros. Basé sur cette méthode et sur l'hypothèse que la tendance linéaire observée se poursuit, oui. C'est quand même assez puissant comme outil, hein. Mais cette méthode de Mayer, c'est la seule, la meilleure. On sent bien que ça reste une estimation, hein. Bien sûr, c'est une estimation. La réalité peut toujours dévier. La première hypothèse, c'est que la tendance passée continue, ce qui n'est jamais garanti, surtout s'il y a des changements importants dans l'environnement, la concurrence, etc. Et d'autres méthodes de calcul? Des points extrêmes. On trace juste la droite qui passe par le tout premier point, n-5, et le tout dernier, n. C'est ultra rapide, mais très sensible à ces deux points uniquement. Si l'une de ces deux années était un peu bizarre, la droite est faussée. Peu fiable, sauf si c'est parfaitement linéaire depuis le début. Voilà. À l'autre bout du spectre, il y a la méthode des moindres carrés. C'est la référence mathématique. Elle ne prend pas juste deux points, mais tous les points de la série historique. Elle calcule la droite unique, qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux entre chaque point réel et la droite. Plus complexe à calculer à la main, j'imagine. Oui, mais c'est ce que font tous les logiciels, comme Excel par exemple, quand on leur demande d'ajouter une courbe de tendance linéaire. Elle est considérée comme plus précise car elle utilise toute l'information disponible pour trouver la droite qui s'ajuste le mieux à l'ensemble des données passées. Bon. Eh bien, si on essaye de récapituler un peu tout ce parcours, on est parti des données brutes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. On a vu comment des outils comme la fréquence, le mode, la médiane, la moyenne, l'écart type nous aident à synthétiser l'info, à comprendre le centre et la dispersion, puis comment on peut tenter de prolonger ces tendances pour avoir une idée de l'avenir. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ces outils statistiques ils sont vraiment puissants pour transformer une masse de données en informations utiles pour décider. Ils permettent d'objectiver une situation, de comparer dans le temps ou avec d'autres, de suivre des évolutions. Mais, et c'est vraiment le point crucial, les chiffres seuls ne disent jamais toute l'histoire. Hmm. Il faut absolument les interpréter dans leur contexte. Pourquoi cette moyenne est-elle si haute? Pourquoi cet écart type est faible? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là qui explique ce pic? Qu'est-ce qui pourrait faire que la tendance ne continue pas comme prévu? La vraie maîtrise, elle vient de la combinaison de cette analyse quantitative rigoureuse et d'une compréhension qualitative fine du marché, des clients, de la conjoncture. Et puis, il faut rester humble, hein. Une prévision, ça reste une prévision, avec une marge d'erreur inévitable. Une excellente piqûre de rappel. Les chiffres donnent des pistes, mais ne remplacent pas l'intelligence de la situation. Et ça m'amène à une dernière question, peut-être pour ouvrir un peu. Si nos outils actuels, comme la tendance linéaire, sont bons pour prolonger le passé finalement, quels signaux, peut-être moins quantifiables au premier abord, quels indicateurs faibles on devrait surveiller aujourd'hui pour essayer de détecter, non pas la continuité, mais les vraies ruptures, les grands changements qui vont redessiner le commerce de demain, bien avant qu'ils n'apparaissent dans nos moyennes et nos écarts types? Voilà une question qui nous laisse matière à réfléchir. C'est ici que se termine notre exploration pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans la connaissance.